Bonjour, je suis le juge Franck Caprio. Au cours de mes 38 années sur ce banc, je pensais avoir vu toutes les formes de fragilité humaine, toutes les excuses, toutes les ombres du regret. Mais ce qui s'est déroulé dans ma salle d'audience ce mardi matin-là n'a pas seulement mis la loi à l'épreuve. Cela a insulté l'âme même de notre démocratie. Imaginez, si vous le voulez bien, une personne qui ne se contente pas d'occuper une fonction, mais qui croit être la fonction. Une personne qui regarde la balance de la justice et n'y voit qu'une étiquette de prix. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une simple infraction routière ou d'un moment d'égarement. Nous parlons du moment où un maire en exercice, un homme qui a juré de servir ses citoyens, s'est tenu exactement là où vous vous tenez et m'a déclaré, le visage impassible et le cœur glacé: Monsieur le juge, vous ne comprenez pas, cette ville m'appartient. Attendez d'entendre la suite, parce que le silence qui a suivi ces mots fut la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue dans cette salle. Nous sommes le 24 octobre 2024. L'air est vif à Providence, mais dans la salle d'audience 4B, l'atmosphère est suffocante. Les bancs sont remplis, non pas par la foule habituelle d'étudiants nerveux ou de parents travailleurs, mais par des caméras, des enquêteurs aux honoraires exorbitants et le parfum lourd de l'influence politique. L'affaire inscrite au rôle: Ville de Providence contre le maire Richard Sterling. Permettez-moi de vous dresser le portrait. Le maire Sterling n'est pas un simple politicien, c'est un titan. Depuis 12 ans, son visage s'affiche sur chaque panneau publicitaire, son nom sur chaque nouveau pont. Il marche avec une assurance qui laisse entendre que le sol devrait se sentir honoré d'être foulé par ses pas. Il a 64 ans, les cheveux argentés, et porte un costume qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens ici gagnent en 6 mois. Mais il n'est pas là pour couper un ruban. Il est ici parce que, dans la nuit du 12 septembre à 1h15, son SUV noir a été flashé à 85 miles à l'heure dans une zone scolaire résidentielle limitée à 20 miles à l'heure. Une zone où des enfants marchent chaque matin. Il ne s'est pas contenté de rouler trop vite. Il a grillé 3 feux rouges, manquant de peu de percuter une camionnette de livraison. Et lorsqu'il a finalement été intercepté par une voiture de patrouille, il n'a pas baissé sa vitre pour présenter des excuses. Non, il l'a baissée pour souffler la fumée de son cigare au visage d'une jeune agente et lui tendre non pas son permis, mais son insigne doré de maire. « Vous savez qui je suis ?» a-t-il demandé. « Cette voiture ne s'arrête pas au feu rouge. Cette voiture possède la route. » Assis ici, derrière ce banc en acajou, je vois quelque chose de familier, et pourtant profondément inquiétant. C'est le regard de ceux qui ont oublié ce que signifie être un simple citoyen. Dans ses yeux, je ne vois pas un prévenu. Je vois un homme qui pense que ce procès est une représentation théâtrale, un simple désagrément qu'un coup de téléphone pourra faire disparaître. Le pouvoir, mes amis, est une drogue dangereuse. Il peut rendre un homme aveugle aux personnes qu'il est censé protéger. Il peut lui faire oublier que les lois qu'il signe s'appliquent aussi à la main qui tient le stylo. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, nous allons découvrir si le titre de maire est un bouclier pour la corruption ou si la loi a encore les dents pour mordre ceux qui se croient intouchables. « Monsieur Sterling, » dis-je d'une voix qui impose le silence absolu, « vous êtes accusé de mise en danger délibérée, de multiples chefs d'excès de vitesse criminels et, plus grave encore, d'abus de fonction publique. Comment plaidez-vous » Le maire ne se tient même pas droit. Il s'appuie contre le pupitre comme s'il était à un cocktail mondain, un sourire narquois aux lèvres. Il regarde son avocat, un homme dont la mallette contient sans doute plus de secrets que les archives municipales. Puis il me fixe. « Juge Caprio, » dit-il d'une voix chargée de condescendance, « ne gaspillons pas l'argent des contribuables avec ces formalités. Nous savons tous comment cela va finir. J'ai construit cette ville. J'ai financé ce tribunal. En réalité, il est peut-être temps d'avoir une vraie conversation sur qui commande vraiment ici. » La salle se glace. Ce n'est plus une plaidoirie. C'est une déclaration de guerre contre l'idée même de justice. Je retire mes lunettes lentement et les pose sur le bureau. Ce n'est plus une simple affaire d'excès de vitesse. C'est le cœur de notre système juridique qui est en jeu. Il existe un type de silence particulier qui s'abat lorsqu'une phrase est si scandaleuse que l'esprit peine à la traiter. Quand le maire Richard Sterling s'est adossé
et a prononcé ces mots: « Cette ville m'appartient ». Les doigts du greffier se sont figés au-dessus du clavier. L'huissier, un homme qui a vu 1000 criminels, a déplacé son poids, la main instinctivement posée sur sa ceinture. Mais moi, je suis resté assis. J'ai pris une lente inspiration, laissant l'arrogance peser dans l'air comme un brouillard toxique. « Monsieur Sterling », dis-je d'une voix aussi stable que la main d'un chirurgien, « je veux que le procès-verbal soit parfaitement clair. Vous êtes sous serment dans un tribunal. Êtes-vous en train d'affirmer que votre statut politique vous accorde la propriété des routes publiques, de la sécurité de nos enfants et des institutions chargées de vous contrôler? Est-ce votre position officielle ?» Le maire ne cille pas. Il rit, un rire court, sec, sans joie. Il balaie la salle du regard, comme s'il attendait des applaudissements. Observez sa posture. C'est celle d'un homme qui, depuis 12 ans, est la personne la plus puissante dans chaque pièce où il entre. Le menton relevé, signe classique de supériorité perçue. Geste ample, comme s'il s'appropriait l'espace. C'est l'illusion d'invulnérabilité. Entouré trop longtemps de flatteurs, il croit à son propre mythe. Il ne voit pas un juge, il voit un obstacle mineur avant une levée de fonds électorale. « Soyons réalistes, juge Caprio », réplique Sterling d'un ton désormais agressif. « J'ai apporté des milliards de développement à cette ville. J'ai construit les stades où jouent vos enfants. J'ai nommé les responsables qui font fonctionner ce bâtiment. Si je me dépêche, c'est parce que les affaires de cette ville n'attendent pas. Cet agent, ce gamin qui m'a arrêté, ne comprenait pas la hiérarchie. Il croyait faire son travail. Moi, j'essayais de lui éviter une erreur de carrière très embarrassante. » Pendant qu'il parle, je ne regarde pas seulement ses lèvres. Je regarde ses mains. Elles sont stables, mais ses yeux cherchent la réaction de la presse. Il ne me parle plus. Il parle aux caméras. Il tente de transformer son crime en acte de leadership. C'est la tactique classique du corrompu. Rebaptiser le délit en contribution. « La hiérarchie », répétai-je. « Intéressant que vous utilisiez ce mot, parce que dans cette salle, il n'existe qu'une seule hiérarchie, et elle commence par la Constitution. Elle ne commence pas par votre liste de donateurs. » Je fais signe au greffier de lancer les images de la caméra piéton de l'agente Sarah Jenkins. Sur les écrans, le SUV noir traverse la zone scolaire à toute vitesse. Le rugissement du moteur résonne, un son qui trahit un mépris total pour les vies qui auraient pu se trouver là. Puis l'arrêt. Le visage du maire apparaît, éclairé par les gyrophares rouges et bleus. Il n'a pas l'air d'un leader. Il a l'air d'un homme offensé que le monde ne se soit pas écarté sur son passage. « Vous avez de la chance que je ne vous fasse pas renvoyer sur le champ », entend-on sa voix déformée mais reconnaissable. « Retournez à votre poste et dites à votre capitaine que Richard Sterling est en mouvement. Faites-le maintenant ou vous patrouillerez sur les quais dès lundi. » La salle est muette. L'avocat du maire tente de lui murmurer quelque chose, sans doute de se taire, mais Sterling l'écarte. Il est accro à sa propre voix. Il est accro à ce sentiment d'être intouchable. « Monsieur Sterling », dis-je en me penchant en avant, mon visage à quelques centimètres du microphone. « L'agente que vous avez menacée, elle a un nom, elle a une famille, et cette nuit-là, elle était la seule personne dans cette zone scolaire qui faisait réellement son travail pour protéger cette ville. Vous prétendez posséder cette ville, mais vous avez manifestement oublié ce que signifie lui appartenir. Vous n'en êtes pas le propriétaire. Vous en êtes le serviteur, ou du moins, vous étiez censé l'être. » Le sourire narquois du maire commence enfin à vaciller. Une petite contraction rythmique apparaît au coin de son œil gauche, une micro-expression d'anxiété montante. Pour la première fois depuis une décennie, quelqu'un lui dit non, et il ne sait absolument pas comment réagir. Les preuves et les images vidéo sont puissantes, mais elles sont souvent froides. Pour comprendre réellement la gravité de l'arrogance de Richard Sterling, il faut regarder au-delà de l'insigne et du costume. Il faut voir les personnes qui n'ont pas voix au chapitre dans les couloirs de l'hôtel de ville. Alors que le maire, toujours suffisant, ajustait sa cravate en soie, j'ai décidé qu'il était temps pour lui de rencontrer quelqu'un. « Monsieur Sterling », dis-je en m'adossant, « vous nous avez beaucoup parlé des ponts que vous avez construits et des stades que vous avez financés, mais vous n'avez pas dit un mot des personnes que vous avez terrorisées. J'aimerais vous présenter quelqu'un que vous n'avez même pas remarqué la nuit du 12 septembre. » Je tourne le regard vers le fond de la salle.
Madame Gable, voulez-vous bien vous avancer? Une femme d'une soixantaine dizaine avancée, appuyée lourdement sur une canne en bois, s'approche lentement du pupitre. Ses mains tremblent, non pas à cause de l'âge, mais à cause d'un traumatisme profond et persistant. Voici Martha Gable. Elle vit dans la même maison, dans cette zone scolaire, depuis 45 ans. La nuit où le maire a décidé qu'il possédait la route, Madame Gable promenait son petit chien, un terrier, près du passage piéton. Regardez le contraste dans cette salle. D'un côté, un homme qui se prend pour un dieu parce qu'il détient un titre. De l'autre, une femme qui incarne l'âme même de la communauté qu'il prétend servir. Sterling ne la regarde même pas. Il consulte sa montre en or, laissant échapper un soupir d'ennui bien audible. Voilà, mes amis, le vide moral du pouvoir. Il la voit comme une gêne, un retard dans son agenda. « Madame Gable, dis-je doucement, racontez à la cour ce que vous avez vu cette nuit-là. » Sa voix est fine, presque fragile, mais elle porte un poids qui fait taire le moindre murmure. « J'ai d'abord entendu le moteur, » commence-t-elle, les yeux fixés au sol. Ça ressemblait à un avion au décollage. Je ne pensais pas qu'une voiture pouvait rouler aussi vite dans notre rue. Je me suis reculé juste au moment où le SUV noir a traversé la zone en trombe. C'était si près que le souffle m'a presque renversé. Mon chien, Barnaby, il a eu si peur qu'il s'est enfui dans les buissons. Il n'a plus jamais été le même. Mais ce n'était pas seulement la vitesse, monsieur le juge. C'était le fait que le conducteur n'a même pas effleuré les freins. Ni au panneau stop, ni au feu rouge. C'était comme si nous n'existions pas. Elle relève enfin les yeux et regarde directement le maire. « J'ai voté pour vous 3 fois, monsieur Sterling. Je vous ai cru quand vous disiez vous soucier de notre sécurité. Mais cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais pas une citoyenne à vos yeux. J'étais simplement un obstacle. » La réaction du maire est glaçante. Aucun signe de compassion. Pas même une excuse politique de façade. Il se penche vers son avocat et murmure assez fort pour que le premier rang l'entende. « C'est vraiment nécessaire? On est en train de plaider pour un chien effrayé maintenant ?» Un murmure d'indignation traverse la salle. Je sens une chaleur monter dans ma poitrine, une colère lente, maîtrisée, que j'ai appris à canaliser en 40 ans. C'est le tournant, le moment où l'arrogance du maire passe du simple agacement au danger réel. Il s'est complètement déconnecté de l'humanité de ses concitoyens. Je regarde Madame Gable, puis le maire. « Monsieur Sterling, vous demandez si c'est nécessaire. Permettez-moi de vous répondre. C'est la chose la plus nécessaire qui se produise dans cette ville aujourd'hui. Parce que pendant que vous étiez occupé à posséder la ville, Madame Gable était occupée à survivre à votre ego. Vous invoquez la hiérarchie pour vous protéger, mais vous oubliez que le sommet de cette hiérarchie repose sur les épaules de personnes comme Martha Gable. Si elle bouge, vous tombez. » Alors que Madame Gable retourne lentement à sa place, l'avocat du maire commence enfin à paraître inquiet. Il a compris ce que Sterling n'a pas encore saisi. Le tribunal de l'opinion publique, dans cette salle, a déjà rendu son verdict. Mais nous n'avons pas terminé. Pas le moins du monde. Car le maire va commettre un geste qui scellera son destin. Si vous voulez voir le vrai visage d'un homme, ne l'observez pas lorsqu'il gagne. Regardez-le lorsqu'il est acculé. Après le témoignage de Madame Gable, l'atmosphère de la salle est passée de tendue à explosive. Le maire Richard Sterling, réalisant que son discours « Cette ville m'appartient » n'avait pas intimidé le tribunal, a décidé de changer de stratégie et de parler la seule langue qu'il maîtrise parfaitement, celle des arrangements en coulisses. Il ne s'est pas contenté de rester à sa place. Il s'est avancé vers mon banc, ignorant l'avertissement de l'huissier. Il s'est penché, baissant la voix comme s'il s'agissait d'une confidence privée. « Juge Caprio », dit-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, un sourire qui ressemble davantage à un rictus. « Soyons adultes, nous savons tous comment le monde fonctionne. Vous avez une retraite à envisager. Cette ville a des projets qui nécessitent ma signature. Pourquoi ne pas qualifier cela de malentendu dû au stress? Je suis prêt à faire un don substantiel à tout fonds éducatif de votre choix. Réglons cela civilement et oublions que cette jeune agente ait commis une erreur. » Vous entendez cela? C'est le son d'un homme convaincu que tout le monde a un prix. Il ne proposait pas un don. Il tentait de soudoyer un juge municipal, en plein jour, entouré de caméras. Voilà le piège de l'ego.
Il est tellement sûr de son pouvoir qu'il pense pouvoir acheter son acquittement. Il croit que la loi est un distributeur automatique. On insère de l'argent et on obtient le résultat souhaité. Je l'ai regardé avec une profonde tristesse. Pas pour lui, mais pour la ville qui lui a fait confiance pendant 12 ans. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé terminer. Je l'ai laissé creuser un trou si profond qu'aucune connexion politique ne pourrait l'en sortir. Monsieur Sterling, dis-je d'une voix devenue froide, métallique, suggérez-vous que ce tribunal ignore les preuves d'un crime en échange d'un don? Il m'a fait un clin d'œil. Oui, un clin d'œil. Je suggère que les dirigeants prennent soin les uns des autres, monsieur le juge. C'est ainsi que les rouages continuent de tourner. Je vois, ai-je répondu. J'ai remis mes lunettes et me suis tourné vers la greffière. Madame la greffière, j'espère que vous avez consigné chaque syllabe de cette dernière déclaration, car monsieur Sterling vient de passer d'une infraction pour excès de vitesse à une tentative de corruption judiciaire. Un crime passible d'une peine correctionnelle. La couleur a quitté le visage du maire si rapidement que l'on aurait dit qu'on avait tiré une prise. Le sourire a disparu. Son avocat, un homme payé des millions pour protéger cet ego, a littéralement enfoui son visage dans ses mains. Il savait que, en 30 secondes, Richard Sterling n'avait pas seulement perdu son procès, il venait de détruire sa vie. Monsieur Sterling, poursuivis-je, vous avez passé toute votre carrière à croire que les rouages de cette ville étaient huilés par des faveurs. Mais vous avez oublié une chose. La loi n'est pas une roue, c'est une ancre. Et en ce moment, elle est solidement attachée autour de votre cou. Je me tourne vers l'huissier. Agent, veuillez vous assurer que la vidéo du microphone du banc soit sécurisée et sauvegardée. Nous ne parlons plus d'un simple excès de vitesse. Nous parlons d'un schéma de corruption systémique. Regardez-le maintenant. Le maire qui possède la ville paraît soudain minuscule. Il tripote sa cravate en soie. Son regard cherche la sortie. Il comprend que la hiérarchie dont il se vantait n'existe pas entre ces quatre murs. Ici, il n'est qu'un homme qui a tenté de corrompre la seule chose qui doit rester pure, la justice. Mais attendez, car le plus choquant reste à venir. Le maire n'est pas le seul à avoir des secrets dans cette salle. Et j'ai encore un document dans mon dossier qui va transformer ce malentendu en scandale national. Dans une salle d'audience, il y a toujours un moment où l'accusé réalise que les issues ne sont plus de simples portes. Elles deviennent les limites de sa liberté. Alors que le maire Richard Sterling transpirait dans sa chemise en soie à 3000 $, il pensait que son seul problème était une accusation de corruption et un excès de vitesse. Il croyait que s'il survivait à cette matinée, ses amis au bureau du gouverneur ou ses donateurs pourraient nettoyer les dégâts. Mais il ignorait qu'un dossier m'avait été remis par l'auditeur municipal 10 minutes avant que je ne prenne place sur ce banc. « Monsieur Sterling, dis-je, et la salle devient si silencieuse qu'on pourrait entendre un battement de cœur. Vous avez passé la dernière heure à dire à cette cour que vous possédez cette ville parce que vous avez construit des ponts et financé des stades. Vous avez utilisé vos contributions comme un bouclier pour justifier votre imprudence. Mais j'ai ici un rapport, appelons-le le dossier Héritage Sterling, qui raconte une toute autre histoire sur la manière dont ces projets ont été financés. J'ouvre le dossier bleu. L'avocat de Sterling tente de se lever, d'objecter, d'arrêter l'hémorragie. Mais je lui fais signe de se rasseoir. Voici l'effondrement structurel. Le moment où la hiérarchie dont il se vantait devient le poids qui l'écrase. Selon ces audits, poursuis-je, ma voix résonnant contre les murs de marbre, les dons que vous avez évoqués pour régler cette affaire, ils ne proviennent pas de votre compte personnel, n'est-ce pas? Ils proviennent d'un fonds discrétionnaire destiné aux repas scolaires et à l'entretien des parcs publics. En réalité, depuis 3 ans, pendant que vous rouliez à toute vitesse dans des zones scolaires, vous siphonniez également des millions du département chargé d'assurer la sécurité de ces écoles. Regardez son visage maintenant. L'arrogance s'est complètement évaporée. Sa peau a pris une teinte grisâtre. Le masque du grand leader a glissé pour révéler le petit voleur qui se cachait dessous. Ses yeux ne cherchent plus la sortie. Ils sont fixés sur ce dossier bleu comme s'il s'agissait d'une arme chargée, car c'en est une. C'est la preuve que sa propriété de la ville était en réalité un vol au détriment de ses citoyens. Vous n'avez pas construit ces stades pour aider les enfants, monsieur Sterling.
dis-je en me penchant vers lui. Vous les avez construits parce que les contrats ont été attribués à des entreprises dans lesquelles vous détenez des parts privées. Vous ne possédiez pas la ville, vous louiez simplement son âme, et vous faisiez payer les contribuables pour ce privilège. Ce n'est pas seulement illégal, c'est ignoble. Le maire tente de parler. Il ouvre la bouche, mais seul un son rauque en sort. Non, je possède cette ville. Vous savez qui je suis. Juste le silence d'un homme qui n'a plus de route devant lui. Je transmets officiellement ces documents au procureur général de l'État, ainsi qu'au FBI, annonçai-je. Mais avant d'en arriver au procès pour corruption qui suivra inévitablement, nous devons régler une affaire de mise en danger du public et d'abus flagrants de pouvoir devant cette cour. Et Monsieur Sterling, je peux vous promettre une chose. La ville que vous prétendez posséder est sur le point de vous expulser. Les journalistes au premier rang tapent si vite que cela ressemble à une pluie battant sur un toit de tôle. L'avocat du maire range déjà ses affaires. Il sait reconnaître un navire qui coule. Mais le verdict final, la sentence qui laissera cette salle sans voix, est encore à venir. Et elle commence par une question que le maire n'avait jamais imaginé devoir affronter. Il existe dans chaque procès un moment où le jargon juridique s'efface et où commence le jugement moral. En regardant le maire Richard Sterling, je ne voyais pas seulement un accusé ayant violé le code de la route ou détourné des fonds publics. Je voyais l'incarnation d'une arrogance toxique, un homme qui avait troqué son intégrité contre une épingle dorée et un titre, et qui, ce faisant, était devenu profondément méprisable aux yeux de la loi. Je me penche en avant. Le silence est si dense qu'il en devient presque palpable. « Monsieur Sterling » commence d'une voix calme, mais imprégnée de 40 années d'autorité judiciaire. « Vous m'avez dit tout à l'heure que vous possédiez cette ville. Vous avez parlé de hiérarchie et d'accord entre hommes puissants. Vous vous êtes tenu là, avec un sourire satisfait, croyant que votre orgueil pouvait remplacer le caractère. Mais laissez-moi vous dire ce que je vois depuis ce banc. Je marque une longue pause. Je vois un homme profondément honteux, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais parce qu'il s'est enfin fait prendre. Vous ne regrettez pas d'avoir mis Madame Gable en danger? Vous ne regrettez pas d'avoir volé le programme de repas scolaire? Vous regrettez seulement que la hiérarchie que vous avez construite se soit révélée être un château de cartes. Le visage de Sterling, autrefois plein d'assurance, est maintenant crispé. Ses mains, qui proposaient un pot de vin quelques minutes plus tôt, agrippent le pupitre à s'en blanchir les jointures. Vous m'avez demandé une conversation privée, pour régler cela civilement, poursuis-je. Cette demande, Monsieur Sterling, est l'ultime insulte envers chaque citoyen honnête de Providence. Vous pensez que parce que vous portez un costume sur mesure, vous êtes différent du jeune homme qui vole un pain parce qu'il a faim, mais vous vous trompez. Vous êtes pire. Lui vole par désespoir. Vous avez volé par cupidité et par un sens répugnant du privilège. Je désigne la chaise vide où Madame Gable était assise. Ma philosophie sur ce banc a toujours été guidée par l'empathie. J'ai donné des secondes chances à ceux qui n'avaient rien. J'ai annulé des contraventions pour des parents qui se rendaient à l'hôpital avec un enfant malade. Pourquoi? Parce que la loi doit avoir un cœur. Mais la loi doit aussi avoir une épée pour ceux qui tentent de l'empoisonner. Et vous, Monsieur Sterling, vous n'avez pas seulement enfreint la loi, vous avez tenté de l'acheter. Vous avez essayé de transformer ce tribunal en salle de conseil privée. Dans la galerie, les têtes hochent gravement. Vous représentez la corruption qui fait perdre confiance aux citoyens en leur gouvernement, conclus-je. Vous êtes la raison pour laquelle tant de gens pensent que le système est truqué. Et aujourd'hui, je vais vous prouver, à vous, à cette ville et à tous ceux qui regardent, que le système n'est solide que grâce aux personnes qui refusent d'être achetées.